Alors du coup, on enchaîne par la transition absolument magnifique sur la transparence dans la blockchain, les problématiques avec TrackFin. Donc je crois qu'Eve-Marie a une question, si un client vient me voir et que j'ai beaucoup de crypto, comment je fais? Est-ce qu'il y a des pays où est-ce que je peux recycler facilement mes crypto-monnaies en France? Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut que j'aille à l'étranger? Est-ce qu'il y a des pays où c'est plus facile que d'autres? Je crois qu'on parlait dans un préambule de la Corée du Nord. Bon, moi, si j'ai des cryptos demain, j'ai pas spécifiquement envie d'aller en Corée du Nord pour recycler mes cryptos. Je crois que je préfère payer ma fiscalité et déclarer les choses. Comment ça se passe par rapport à ça? Eve-Marie, quelles sont tes questions par rapport à tous ces sujets-là de transparence, de blockchain, de TrackFin, de justifier, de ne pas risquer de financer éventuellement des activités un peu illicites? Ma première question, c'était si jamais quelqu'un déjà a fait fortune dans la crypto et veut sécuriser, on peut dire, une partie de son patrimoine, comment les compagnies d'assurance, comment vont accueillir cette somme, quelles vont être les démarches que j'aurai à entreprendre et comment m'assurer de la légitimité aussi et de la légalité de ces fonds. Voilà. Alors, ça c'est un sujet très important parce que des crypto-millionnaires, et c'est un sujet qui est très important pour nous chez Norcia. Il y en a un certain nombre en France. Et effectivement, aujourd'hui, quand on est crypto-millionnaire, c'est compliqué d'acheter une maison, c'est compliqué de transmettre, c'est compliqué d'avoir un niveau de vie équivalent à son statut de crypto-millionnaire. On peut avoir des NFT, une super maison NFT. On peut avoir des NFT de singes, mais on peut éventuellement les imprimer, les afficher dans son appartement. On peut pas les envoyer dans le métaverse et vivre finalement dans un monde parallèle. Ça viendra, mais pas encore. Il y a plusieurs étapes par rapport à ça. Un des problèmes majeurs aujourd'hui, c'est une méconnaissance de la part des acteurs traditionnels, et c'était le cas aussi chez nous, chez Norcia. On a fait nos propres recherches pour travailler et avancer sur ces sujets-là, mais bien souvent on se dit c'est toujours, je fais toujours le distinguo entre l'origine et la traçabilité des fonds. L'origine des fonds, elle est facile, c'est j'ai vendu des cryptos. Je fais le parallèle, c'est comme quand on dit l'origine des fonds, j'ai vendu un tableau de maître. La vraie question, c'est oui, mais il vient d'où ce tableau? Vous l'avez trouvé dans un grenier, c'est hérité de la famille, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est venu vous le donner il y a 15 jours et avec qui vous avez partagé la vente? Sur les cryptos, c'est exactement la même chose. L'énorme avantage sur la crypto, sur la blockchain, et on en parlera également par rapport à TrackFin, c'est que le principe, je l'ai suffisamment dit, blockchain, c'est un grand livre, c'est un registre ouvert, détaillé, accessible par tout le monde. Ça veut dire que si vous avez acheté des cryptos ou si vous avez même miné du Bitcoin en 2012, à l'époque, je crois qu'il était, on va dire, à $50, et que vous souhaitez le revendre, et vous souhaitez le revendre aujourd'hui, il va être passé d'un wallet A, d'un portefeuille crypto A, à un portefeuille crypto B. Et vous avez des outils aujourd'hui qui permettent de retracer, mais de manière extrêmement approfondie, tout ce qui s'est passé entre le wallet, le portefeuille B et le portefeuille A. Quand je dis tout ce qui s'est passé, c'est y compris si vous avez acheté d'autres cryptos, si vous avez swipé ça avec un autre produit, etc., etc. Et ce qu'on va surtout s'attacher à identifier, c'est est-ce qu'il y a eu d'autres apports de crypto entre A et B? Parce que si vous aviez mis 1000 il y a 10 ans qui se sont transformés en 1 million, ce qui est possible, mais qu'en fait vous aviez mis 1000 et que les 10 millions que vous avez aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 1 million et puis 9 millions qui sont arrivés avant-hier sur le truc, on va le voir tout de suite en fait. Et donc ces outils permettent d'identifier qu'on est bien dans un vase clos, ou en tout cas dans des wallets qui sont la propriété du client et qu'il n'y a pas d'apport externe. D'accord ? Ça, c'est la première chose qu'on va regarder. La deuxième chose qu'on va regarder, on va dire, ok, le patrimoine crypto a fructifié, mais il a fructifié comment ? Est-ce qu'il a fructifié parce qu'il y a eu des investissements intéressants et plutôt pertinents sur d'autres protocoles, sur d'autres cryptos, parce qu'il y a eu du farming, parce qu'il y a eu du yielding, du prêt-emprunt, etc., etc. Ou est-ce qu'il a fructifié parce qu'il y a eu un apport de rémunération sur des activités ou sur des wallets qui sont aujourd'hui identifiées comme étant blacklistées ou liste rouge des activités illicites de par le monde. Donc là aussi, très transparent, et donc on sait identifier si l'argent, enfin les cryptos que vous possédez, sont passés par ce genre de wallet. Juste très concrètement, j'arrive chez Norcia pour investir, je donne mon numéro de wallet, numéro de porteur. Alors, comment ça se passe ? Exactement. Ce qu'on va faire, on va le conseiller en gestion de patrimoine a un rôle très important à jouer là-dedans. La première chose qu'il faut faire avec le client, c'est lui dire, très simple, raconte-moi ton histoire. Comment est-ce que tu es passé de 1000 à 1 million ?
Qu'est-ce qui s'est passé, en combien de temps, alors pas dans les détails, on ne veut pas tous les reçus, tous les tickets, mais qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est construit au fil du temps. Le cas le plus simple, c'est en 2012, j'ai miné du Bitcoin, je l'ai gardé pendant 10 ans, je le revends aujourd'hui, c'est super simple à comprendre, c'est super simple à tracer. Par contre, vous avez des clients qui vont dire, j'ai commencé par le Bitcoin, ensuite j'ai fait de l'Ether, ensuite j'ai fait tel truc, ensuite j'ai bénéficié de drop de jetons parce que j'étais sur un exchange. Enfin, il va vous raconter toute cette histoire-là. Et le rôle du CGP, c'est de le notifier et de dire, voilà comment le client a fait, entre guillemets, sa fortune. Un peu comme si on retraçait l'histoire du tableau que le client vient de vendre. Une fois qu'on a fait ça, nous, on va aller voir, nous, Norcia, on va aller voir les assureurs, les banquiers, les notaires, les sociétés de gestion. Et on va dire, voilà, on a tel client, voilà son histoire, voilà ses objectifs d'investissement. Il veut faire de l'immobilier, il veut faire de l'assurance vie, il veut transmettre, etc., etc. Et on va également aller voir un PSAN, donc un prestataire de services en actifs numériques, enregistré auprès de l'AMF, et on va demander au client de loger sur un wallet spécifique les sommes qu'il souhaite convertir. Alors, en général, on les transforme en stablecoin pour être sûr qu'il n'y ait plus de volatilité et que le client sécurise un petit peu la somme qu'il souhaite convertir. Et le PSAN va dire, OK, ça c'est le wallet de destination, c'est le wallet qui servira à la conversion. Maintenant, vous me donnez tous les wallets qui sont à l'origine des sommes que vous venez mettre sur le truc, d'accord ? Et ensuite, vous rentrez ça dans un outil, ScoreChain, Chain Analysis. Ah oui, c'est ça que vous voilà, parliez qui sont des outils de scan, de reconstitution. Et en fait, on va reconstituer dans la blockchain comment est-ce que ce million d'euros, on va dire, a été constitué. Et on va rapprocher ça de l'histoire du client. Et s'il y a des zones d'ombre, s'il y a des zones d'incompréhension, parce que le client, ce qu'il a fait il y a 5 ans, 8 ans, il n'a peut-être pas tout en tête, et on va pouvoir reconstituer ça. Il y a 2 choses importantes qui resteront indispensables, c'est l'origine des fonds qui ont été investis. Les premiers de 2012. Les premiers de 2012. Même d'accord ? si ça date de 2012. Parce que même en si général, ça date de sur 2000. 10 ans, est-ce qu'ils viennent rechercher Même si ça date de 2012. Ouais. Oui. TrackFin depuis toujours, mais une question, depuis quand maintenant, concrètement, en Europe au moins, en zone euro, depuis quand on est contrôlé sur l'origine des fonds, où on ne peut pas investir en Bitcoin sans être vraiment contrôlé sur les plateformes ? Avant, j'imagine qu'en 2012, c'était complètement possible d'investir. Oui, vous investissiez de manière totalement Et maintenant, pseudonyme. Depuis quand maintenant c'est beaucoup plus contrôlé? Tu pourrais dire depuis 2 ans, depuis 5 ans? Alors en France, c'est la loi PAC 2019, d'accord, avec les premiers enregistrements PSAN en 2020. Conhouse, entre autres, qui a été le premier. Il y a une quarantaine de PSAN enregistrés aujourd'hui en France. Après, forcément, les clients qui ont commencé avant ça, ils sont sur des plateformes type Binance, type KuCoin, type FTX, ou carrément sur ce qu'on appelle de la self-custody, sur des wallets qui leur appartiennent, et donc sur des cryptos qui sont enregistrés directement dans la blockchain et qui leur appartiennent, qui ne sont pas sur des exchanges centralisés. Et donc, mais ça, à la limite, peu importe. Si je résume, c'est avant 2019 qu'il faut être un peu plus vigilant encore que... tout le temps. Il faut l'être tout le temps en fait. Je veux dire, pas plus, pas moins. Il faut. Alors, par contre, évidemment, un client qui a ouvert un compte Conhouse en 2020 et qui a fait toutes ces transactions chez Conhouse de 2020 à aujourd'hui et qui a très bien travaillé et qui a fait 1 x 10, 1 x 100, voilà, c'est super simple parce qu'il y a un acteur qui est enregistré à AMF qui va nous faire une attestation Le problème, c'est quand certaines monnaies ne sont pas échangeables sur certaines voilà, plateformes et qu'il faut aller basculer sur une autre pour pouvoir acheter la crypto qu'on veut acheter. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une question de temps et de travail. Et donc, nous, à partir du moment où on a reconstitué tous ces éléments-là, d'un point de vue technique sur la blockchain, d'un point de vue de l'histoire, je reviens au client, une fois qu'on a réconcilié ces 2 éléments-là, on les soumet à nos partenaires, assureurs, banquiers sur la partie compte-titres, etc., sociétés de gestion, notaires, en fonction du projet du client, et on attend d'avoir un go a priori de nos partenaires assureurs. Alors aujourd'hui, ils ne sont pas tous ouverts, hein. Ils sont même plutôt fermés dans la plupart. On en a, nous, certains qui nous disent « Ok, a priori, on veut bien regarder le dossier et vous donner un go ». Et donc, une fois qu'on a le go, vous avez donc les sommes qui sont logées sur le wallet. Il y a un ordre de conversion de la part du client. Le client convertit les sommes en euros en monnaie fiat. Ça arrive donc sur un compte français.
en général Société Générale, puisque c'est l'établissement, pour ne pas les citer, qui sont les plus ouverts et les plus crypto-friendly sur le sujet. Ça arrive sur un compte Société Générale, et ensuite, vous allez reventiler les sommes selon les chez un assureur, chez un banquier, chez une société de gestion, chez un notaire, en fonction des projets du client. Et si on respecte bien toutes ces étapes-là, l'investissement se fait très bien. Par contre, c'est un petit peu contraignant pour le client, et parfois, moi j'ai été confronté à des cas de clients qui sont plutôt dans l'univers crypto parce qu'il y a cette dimension de pseudonymat sur les wallets, et que le fait de raconter leur histoire, de livrer un peu comment tout ça s'est construit, il y en a qui sont un petit peu embêtés, plus par pudeur d'ailleurs que par volonté de cacher quoi que ce soit, de raconter Pourtant, tout ça. c'est notre travail de toute façon, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, on est là pour écouter l'histoire de nos clients et d'être transparents les uns vis-à-vis des autres. Ouais. Nous, c'est un message qu'on véhicule vraiment, alors là pour le coup à la communauté crypto, de dire attention, on a un patrimoine, c'est pas un patrimoine crypto d'un côté, un patrimoine euro de l'autre, il faut faire vivre les deux, il faut équilibrer les deux, et vous avez des gens dont c'est le métier de vous aider, de vous accompagner à construire une vision patrimoniale à 3 ans, 5 ans, 10 ans, ou de compléter un patrimoine déjà existant. Donc oui, il faut. Et à l'inverse, ce qu'on dit à nos partenaires, n'ayez pas peur d'un client qui vient vous voir avec 10 millions d'euros de crypto. C'est pas un voyou, c'est pas forcément. C'est pas forcément exact. Merci. Par contre, il y a une réalité, c'est que si dans l'histoire du client et dans ce qu'on regarde d'un point de vue technique, on s'aperçoit de choses qui sont gênantes, on sera tous obligés de faire une déclaration TRACFIN. De faire une déclaration TRACFIN. Ça, c'est très clair. Finalement, pour résumer un petit peu, c'est les acteurs de l'économie réelle, vous parliez des notaires, des sociétés de gestion, des assureurs, qui vont aider un petit peu finalement les conseillers de gestion de patrimoine à être un peu, entre guillemets, en règle vis-à-vis de TRACFIN par rapport à ces origines des fonds, de ce que vous racontiez. C'est-à-dire que si je viens vous voir et qu'il va falloir tout retracer et qu'eux feront leur propre analyse, c'est finalement eux qui vont me permettre de dire « Ah bah non, attendez, là on a détecté », parce que le client il peut toujours assez facilement mentir à son conseiller qui n'est pas spécialiste et qui n'arrivera pas à retracer. Mais il y a la wallet qui viendra être confirmée. En fait, oui, c'est ça, mais a posteriori, par rapport au discours qui aura été tenu au départ. Très honnêtement, quelqu'un qui a fait fortune dans les cryptos, il sait qu'il ne peut pas raconter d'histoire. Et s'il veut venir le convertir, c'est qu'il sait logiquement que ça ne peut pas. Il faudra qu'il justifie. Et c'est pour ça que je dis toujours, il faut changer un petit peu d'état d'esprit par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il faut partir du principe que quelqu'un qui vient vous voir avec beaucoup d'argent, d'équivalent en euros en crypto, il faut avoir un avis positif et un a priori positif sur ce qu'a fait le client et sur l'origine de ces fonds crypto. Sinon, il ne viendrait pas. Sinon, il ne vient pas vous voir. Honnêtement. Et donc, il faut. Et les assureurs, pareil. Après, on a tous des diligences. Il faut tous qu'on soit extrêmement attentifs à ce qu'on fait et qu'on ne devienne pas complice de choses qui n'auraient pas dû être faites. Mais globalement, il faut y aller avec beaucoup d'assurance. J'ai 2 petites questions. Tu parlais des notaires. Est-ce que tu as déjà vu des transmissions, des successions déjà avec des cryptos ? Et la deuxième question, est-ce que tu as vu des achats et des actes payés en crypto ? Alors, vu de mes yeux, non, mais entendu parler, vu dénouement. Alors, une transaction, typiquement une transaction immobilière en crypto pure, il y a peut-être eu un exemple, mais qui n'était pas exactement ça. Donc la réponse est non. C'est un accord. Finalement, pour moi, il n'y a pas de difficulté à partir du moment où c'est un accord des parties qu'on vérifie TRACFIN. J'ai pas de cas un peu emblématique à citer. Ça pourrait. Oui, ça pourrait. C'est juste la valorisation de la succession qui peut bouger très vite. Il faut payer des droits sur quelque chose qui vaut moins 50 €. Je suis d'accord avec toi. lendemain, Il suffit que les deux parties se mettent d'accord et que la transaction se fasse. Après, sur de la succession, là, j'ai envie de dire de la même manière, si une succession de dire je transmets 10 bitcoins qui part des parents aux 3 enfants, j'ai envie de dire, il faut. Alors après, il y a la contrepartie en valeur qui permet de s'acquitter des droits de mutation, des choses comme ça, mais ça peut se faire aujourd'hui. On est plus en train, au niveau de l'ADAN, il y a un groupe de travail qui s'est lancé sur des aspects plutôt de démembrement et de transmission sur des sujets des actifs numériques. Il faut que les notaires se rapprochent Il va falloir qu'ils de se nous. forment. Il va falloir qu'ils se forment et puis il va falloir qu'ils se manifestent pour savoir qui maîtrise ces sujets, Ouais. puisque ça va être un sujet, je pense, dans l'avenir, comment traiter le sort des successions avec des bitcoins. Et il y en a forcément eu déjà.
il y a quelques notaires qui commencent à se pencher sur le sujet parce qu'il y a aussi des CGP qui posent le problème sur la table et qui souhaitent faire avancer le sujet au niveau. Enfin, il y a un groupe de travail qui s'est monté à la DAN sur le sujet et qui va faire avancer les choses. Sinon, ça finit comme les comptes en Suisse et ils restent en Suisse. Jusqu'à ce qu'on se fasse attraper. Jusqu'à la nouvelle réglementation. Dernière question, parce qu'on a largement dépassé le temps, mais c'est pas très grave. Encore une fois, c'est intéressant, très intéressant. Dernière question sur cette partie-là, et après on enchaînera sur la partie fiscalité qui est quand même aussi intéressante parce que je crois qu'il y a quelques changements à venir. Concrètement, est-ce que on parlait de transformer, est-ce qu'il y a quand même des pays où ce serait plus facile que la France de convertir ses monnaies? J'entends parler de Dubaï, on a parlé de la Corée du Nord. En préambule, quand on préparait l'émission, Laurent, tu me parlais de Cancun, où on peut faire ses dépenses en crypto-monnaie. Donc finalement, est-ce que si je suis millionnaire, j'ai pas intérêt à partir vivre à Cancun ou en Corée du Nord? Alors en Corée du Nord, je pense que ce sera moins sympa, mais il fait froid. Il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la notion de consommation en Bitcoin et la notion de conversion. Je parle Bitcoin, on va dire des actifs numériques au sens large. C'est-à-dire, oui, si vous allez à Cancun, à Dubaï, à certains, et même à Paris, vous trouvez des endroits où vous pouvez payer votre café. Je crois qu'il y en a un, c'est en Dogecoin ou machin, etc., etc. Donc en termes de consommation, oui, vous avez des pays, une ville Cancun ou un pays Dubaï, où vous pouvez consommer la quasi-totalité de votre quotidien dans des cryptoactifs. Donc ça permet d'écouler une partie de ces plus-values. Maintenant, ça n'affranchit pas le contribuable français de s'acquitter de l'impôt sur sa plus-value. S'il part en vacances, il est obligé de payer sa fiscalité, même s'il fait des dépenses en crypto-monnaie à Cancun. En fait, si j'ai investi 10, ça s'est transformé en 100. De ces 100, je paye avec une carte bancaire, où que ce soit dans le monde, peu importe, 30, eh ben, je dois payer sur les 30, je dois payer la fiscalité sur ma plus-value. Parce que ça équivaut à faire une vente et à une conversion en euros. Alors, d'aucuns diront, oui, mais pour l'administration fiscale, c'est compliqué de tracer tout ça, etc. etc. Peut-être, mais il n'empêche que du point de vue du contribuable que nous sommes tous, vous avez fait une conversion de vos cryptos en euros au travers d'une carte bancaire, et donc il faut s'acquitter de l'impôt. D'accord ? Donc ça, c'est sur la consommation courante. Pendant un moment, vous pouviez acheter vos Tesla en Bitcoin, vous pouviez, et encore une fois, vous avez des endroits à Paris et ailleurs où vous pouvez... C'est quel pays qui avait accordé? C'est pas le Salvador, où il n'y avait pas un pays... C'est la monnaie nationale. Alors, le Salvador a fait de Bitcoin monnaie à cours légal. C'est ça. On en avait parlé pour favoriser l'envoi par la diaspora de Bitcoin à la population locale et s'affranchir des énormes frais, Western Union en tête, etc., etc. Et donc d'éviter le détournement d'un PNB qui n'est pas négligeable pour un pays comme le Salvador par des structures comme Western Union et autres qui rendent un service. Je ne suis pas en train de faire le procès de Western Union, mais qui rendent un service qui est un peu mieux rendu par Bitcoin et surtout qui coûte beaucoup moins cher. Ça, c'est pour ce qui est de la consommation courante. En fait, on a fait la transition naturellement, finalement, sur la partie 3 qui était donc la fiscalité. Donc, on va y venir. Après, sur la conversion et encore une fois sur cette notion de fiscalité, il y a beaucoup de fantasmes sur le côté permissif de certains pays. Pendant longtemps, le Portugal était vu par la France, et en tout cas par les crypto-détenteurs français, comme une espèce d'Eldorado, puisque là-bas, il n'y avait pas de fiscalité. C'est simplement qu'il n'y en avait pas parce qu'il y avait un vide juridique et fiscal au regard de ce que sont les cryptoactifs. Et le Portugal, alors nous en France on l'a fait il y a un petit peu plus longtemps, mais là le Portugal s'est penché sur le sujet et s'est dit non, effectivement il y a un vide, donc il faut qu'on mette en place une réglementation, une fiscalité sur les cryptos. Et donc vous avez beaucoup de pays comme ça qui rattrapent un petit peu et qui se mettent au diapason. Et finalement, la fiscalité, vous allez la retrouver un petit peu partout. Et puis, c'est comme sur tous les sujets, il y a des pays sur lesquels la fiscalité, la pression fiscale sera un petit peu moins confiscatoire que dans d'autres pays. Après, libre à chacun de s'établir fiscalement où il le souhaite en fonction de son patrimoine.
sur un avis plus personnel, on va revenir sur les sujets de la fiscalité, mais pour un particulier, c'est la flat tax. À date, pour un particulier qui fait un petit peu de crypto, c'est la flat tax. Ça me paraît pas incohérent de payer son impôt et de continuer à vivre dans notre beau pays et de payer sa fiscalité. Mais si je pars à Cancun, par exemple, vivre, je vais pas juste en vacances, je pars vivre à Cancun. Est-ce que je peux imaginer mettre mes crypto-monnaies dans un ledger ou sur une clé que j'embarque avec moi ? Attention de ne pas me la faire voler parce que sinon je perds tout. C'est les sujets qu'on avait évoqués au démarrage. Et me dire, je pars vivre, je m'installe à Cancun. Terminé, voilà. Quid de la fiscalité à ce moment-là? Je dois rien. Alors, je suis plus résident fiscal en France. Je suis pas hyper fiscaliste, mais quand vous partez à l'étranger, à un moment vous avez un cut-off. Au moment de votre départ, vous avez un cut-off fiscal et vous devez vous acquitter de tous les impôts que vous devez en France. Les cryptos qui sont sur un wallet ne sont pas soumis à cet exit tax. C'est-à-dire que si vous avez toutes vos cryptos sur un wallet, type Ledger ou autre, que vous allez vous installer dans un autre pays, la France vous demandera rien, et ça a été établi. Ça a été établi, c'est pas un bit. C'est pas un bit, ça a été établi comme ça. Et donc vous arrivez dans un pays, et donc là, c'est la fiscalité de ce pays-là qui s'appliquera. Je reviens à ce que je disais, beaucoup de pays qui peuvent paraître comme des paradis fiscaux sur la crypto sont simplement des pays qui ne sont pas à jour et qui n'ont pas fait le travail de fiscalisation de ces sujets-là, et donc attention aux pays de destination et de ne pas se faire rattraper par une fiscalité qui serait plus confiscatoire qu'en France ou autre. Mais oui, un wallet est transnational et on peut partir vivre à l'étranger. C'est comme un contrat luxembourgeois, si je fais des parallèles. On peut faire ce parallèle-là. Du pays on peut faire ce parallèle-là. de destination.